Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Professeur d'histoire, désormais à la retraite, Denis Dumoulin s'intéresse depuis déjà plusieurs années aux relations entre la Tchéquie et son pays, la Suisse. Il vient de sortir un livre sur le sujet intitulé « Sous l'enseigne du Lion de Bohême ». Et Denis Dumoulin nous présente cet ouvrage au micro d'Alexis Rosenzweig. Bonjour Denis Dumoulin. Bonjour. À l'enseigne du Lion de Bohême, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Qu'est-ce qui vous inspire, ce Lion de Bohême ? Alors, l'idée est venue d'une citation d'un grand écrivain suisse roman qui s'appelle Bouvier, Nicolas Bouvier, bien connu, qui disait qu'il avait une dette immense dans les auberges littéraires d'Europe centrale. Et j'ai repris cette idée comme le fait que j'ai puisé dans la culture tchèque beaucoup d'éléments qui m'ont beaucoup intéressé. Lesquels vous ont le plus marqué ? Alors, il y a beaucoup de choses sur la musique, des deux côtés, autant pour les compositeurs tchèques comme Martinu, qui a vécu la deuxième partie de sa vie et qui est mort en Suisse, que dans l'autre sens avec un Tchèque qui a apporté la musique classique en Suisse romande. Il s'appelait Louis Tchèque précisément. Mais il y a aussi des écrivains, journalistes, scientifiques, des journaux de voyage quasiment inconnus, en tout cas en Suisse. C'est une histoire, je reviens à Bohuslav Martinu, c'est une histoire d'amour entre Martinu et la Suisse ? Alors oui, c'est l'histoire d'une grande amitié avec un très grand chef d'orchestre et mécène de Bâle qui s'appelait Paul Sacher et qui avait une immense propriété près de Bâle où Martinu a séjourné et il est finalement mort dans cette localité. Il a même été enterré dans le jardin de cette propriété pendant une vingtaine d'années avant que, à la suite d'événements extraordinairement compliqué et un peu macabre, la Tchécoslovaquie parvienne à faire rapatrier la dépouille de Martinu à Polička, qui était sa ville natale. Alors dans votre ouvrage, vous revenez vraiment aux origines des relations entre les Suisses et les Tchèques. Je vois même que vous avez noté que les premières descriptions de la Suisse ont été le fait de voyageurs tchèques. Exactement. En tout cas, la description des itinéraires que j'appellerais horizontaux, les itinéraires est-ouest ou ouest-est, alors que la plupart du temps, les voyageurs traversaient les Alpes en venant d'Allemagne pour aller en Italie. Là, vous avez l'ambassade du roi Jerzy Spodiebrad qui revient de France et qui traverse la Suisse. Et l'écuyer Jaroslav, qui fait partie de cette ambassade, décrit les villes suisses de l'époque. Et nous sommes au XVe siècle, c'est-à-dire avant la réforme, avant le développement des villes. Avec Georges de Podiebrady, considéré comme l'un des premiers Européens. Exactement. Et puis un siècle plus tard, avec un aristocrate silésien qui s'appelle Nostitz, qui lui fait son voyage d'initiation. C'est un tout jeune homme encore, il vient de terminer ses études et il a l'intention d'aller à Paris. Et lui, il décrit la Suisse et les villes suisses en venant du lac de Constance ou de Bâle, sauf erreur, de Bâle, oui, à Genève. Et c'est tout à fait unique d'avoir des descriptions de villes suisses, soit au XVIIe, soit au XVIe, soit au XVe, de la part d'étrangers, parce que quand on voit la description de Genève par Nostitz, c'est tout à fait fascinant. Il décrit le vent qui souffle, les marchés, il fait référence aux accents, etc.
L'ambassade de Jiří Poděbrad fait référence à des hôtels qui ont complètement disparu et qui jettent à la porte les délégués tchèques parce que ils les considèrent comme d'abominables réformés. C'est l'époque des Hussites, mais c'est avant Calvin, donc Genève est encore catholique ultra. Et c'est ce genre de détail qui est fascinant dans les journaux de ces voyageurs tchèques. Vous mentionnez le hussitisme, vous avez également mentionné le lac de Constance, on en avait parlé quand on s'est rencontrés la première fois en 2010, il y a 11 ans. Oui. On va moins aborder ce sujet aujourd'hui puisqu'on a déjà évoqué et nos auditeurs pourront retrouver cet entretien sur nos pages internet. Je voudrais en revanche aborder une autre question, celle des splendeurs baroques de Bohême et de Moravie qui, vous précisez, sont dues à des bâtisseurs tessinois, donc du Tessin. Exactement. C'est aussi une des grosses découvertes que j'ai faites. Je ne suis pas le seul. Je précise quand même que ce que j'ai fait, c'est davantage une anthologie. C'est comme cela que je l'ai appelé. C'est-à-dire que j'ai essayé de rassembler des études qui avaient déjà été faites. Et pour ce qui concerne les bâtisseurs tessinois, je crois que les historiens de l'art tchèques ont fait beaucoup plus d'études sur ces gens-là que les Suisses, parce que ces bâtisseurs viennent souvent de localités dont on ne sait pas très bien si elles sont tessinoises, donc suisses ou italiennes. C'est pourquoi on les appelle souvent les bâtisseurs des lacs, donc c'est la région des lacs subalpins, des lacs majeurs. Avec des noms qui ressortent. J'ai essayé de faire un peu le recensement de ces grandes réalisations, que ce soit Claude Rouby, que ce soit Český Krumlov. Ils sont presque toujours d'origine d'architectes, de sculpteurs, de maçons. Le Belvédère à Prague, les célèbres bas-reliefs sont tous dus à des sculpteurs tessinois. Mais encore une fois, pour beaucoup, ce sont des Italiens. On dit d'une manière générale des Italiens parce qu'ils parlent italien et parce que, suivant l'époque... Et ils ont des noms de famille à consonance italienne ? Ah oui, tout à fait. J'ai plus les noms tout à fait en tête maintenant, mais ils viennent de ces régions du lac Majeur. Maggi, par exemple, c'en est un. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai découvert le travail d'un retraité de Suisse centrale qui a fait le recensement complet de tous les architectes tessinois dans le monde. Il y a plus de 4000 noms. Et donc de Saint-Pétersbourg à l'Italie du Sud, il y a eu énormément de ces Tessinois qui sont venus. Et c'est vraiment une aventure très particulière. Alors avançons un peu dans l'histoire, si vous le permettez, et parlons de ce général tchèque qui a libéré la Suisse moderne de l'occupation napoléonienne. Ouais. Qui était-il ? Alors il s'appelle Bubna. Et Bubna a commandé une partie de ce qu'on appelait l'armée de Bohême. C'est l'armée des alliés qui reprennent l'Europe après les défaites napoléoniennes. Et bien sûr, la Suisse avait été sous occupation française et Bubna est celui qui a commandé cette armée qui, depuis le Rhin jusqu'à Genève, traverse les pays suisses. C'est une époque, ça relève plus de l'art militaire, si vous voulez. C'est une campagne qui a été très souvent analysée dans les écoles militaires suisses parce que c'est la dernière fois qu'une armée étrangère a envahi la Suisse. Y a-t-il des monuments à la gloire de Bubna en Suisse ? Alors, Bubna est célébré pas tellement en Suisse, je dois dire. Il y a eu récemment Madame Saliverova-Bidot, l'épouse de l'acteur, qui est tchèque. Ils ont monté à deux un spectacle il y a quelques années qui a eu lieu à Genève et qui a rappelé l'aventure de Bubna et surtout, ce qui intéressait beaucoup les Genevois, comment les canons qui étaient dans la ville de Genève ont été emmenés à Vienne et comment
petit lieutenant genevois essayait de rapatrier ces canons qui se trouvent encore aujourd'hui à l'hôtel de ville de Genève. Alors l'aventure de Boubna, elle est célébrée en République tchèque. Il y a dans sa ville natale un panneau qui rappelle que Boubna est citoyen de Genève, citoyen d'honneur de Genève. C'est un peu un détour parce que c'est surtout de l'histoire politique et militaire, un peu moins culturel au sens strict du terme. Mais j'avais trouvé intéressant surtout qu'il y a, j'ai découvert tout près du Rhin, tout près de Bâle, un monument funéraire avec une tombe, une fosse commune de 3000 soldats de cette armée morts du typhus probablement, et ce sont vraisemblablement tous des Tchèques ou des gens des pays tchèques en tout cas. Denis Dumoulin, lors de notre dernier entretien en 2010, donc nous avions également évoqué les liens du premier président tchécoslovaque Tomáš Garik-Masaryk avec la Suisse, des liens étroits. Oh, oui. On va passer sur ce sujet qu'on avait déjà abordé à l'époque, mais qui est très présent dans votre nouvel ouvrage également. Je voudrais qu'on en arrive à un chapitre peut-être un petit peu moins connu des relations tchéco-suisses, la libération du ghetto, du camp de Theresienstadt. Des Suisses y ont participé. Alors c'est une aventure qui est assez particulière parce que il y a 3 personnages qui ont travaillé au ghetto de Theresienstadt, notamment le fameux docteur Rossel qui a fait l'objet du film qui a été très polémique, Un vivant qui passe, qui raconte comment les nazis avaient essayé de tromper l'opinion publique et le comité international de la Croix-Rouge. Avec le tristement célèbre film de propagande. Exact. Mais pas seulement le film, mais aussi la visite du comité international de la Croix-Rouge. Rossel a été un de ces 3 membres de cette commission qui ont fait la visite de Theresienstadt. Très, très, très critiqué, très négativement critiqué. On a beaucoup critiqué le comité international de la Croix-Rouge, la Suisse en général. Mais il y a eu 2 autres personnages qui ont qui ont travaillé à Theresienstadt, notamment au moment où Theresienstadt est libérée, ou en tout cas au moment où les Allemands quittent le camp, et que les Soviétiques n'y sont pas encore. Donc nous sommes en 1945. Exactement. Il y a 10 jours d'intervalle pendant lesquels un des délégués de la Croix-Rouge, il s'appelle Dunant, Paul Dunant, va diriger ce camp avec des moyens dérisoires en pleine épidémie de typhus et sans aucun moyen technologique, uniquement en essayant de sauver ce qui pouvait être sauvé. Et ça, c'est le personnage qui m'a paru le plus positif. Entre les deux, il y a un personnage très ambigu qui s'appelle Musi, c'est l'ancien président de la Confédération suisse. C'est lui qui va parvenir de manière extrêmement curieuse à faire sortir 1200 détenus du camp de Térésine pour les amener en Suisse à l'occasion d'une opération où manifestement il avait des liens très précis avec les nazis. Et c'est pourquoi il a été aussi très contesté, parce qu'on l'a accusé d'avoir été plutôt un nazi, un pro-nazi, et qu'il avait utilisé ses amitiés pour sa propre gloire en faisant sortir ces 1200 détenus, ce qui a fait qu'on a longtemps parlé de lui comme d'un Oskar Schindler suisse. Et ça, c'est à mon avis très caractéristique de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez les 3 attitudes. Vous avez, y compris un certain conformisme, une certaine, je ne veux pas dire indifférence, mais quelque chose qui sort un petit peu de ce qui serait noir ou blanc, qui serait entre les deux. Sous le communisme, les années qui vont suivre la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire entre la Tchécoslovaquie et la Suisse est faite de beaucoup d'émigration, de personnages importants ici qui sont partis, des économistes comme Otachik et beaucoup dont on avait parlé, il me semble également la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu des Suisses dans la Tchécoslovaquie communiste qui ont participer à la vie civile ici?
il y a un cas tout à fait curieux que Václav Havel avait rappelé lors de sa première visite d'État en Suisse. C'est le cas de ce qu'on appelle le cercle de Lucerne. Le cercle de Lucerne, ce sont des artistes. Il y a là un sculpteur qui s'appelle Kerbalek, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains de l'opposition qui sont immigrés à Lucerne. Beaucoup d'écrivains vont être édités à Lucerne et leurs œuvres souvent ramenées en Tchécoslovaquie sous le manteau, c'est le cas de le dire, beaucoup étaient cousus dans les manteaux de diplomates ou d'amis de diplomates. Et ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est rappelé ici à Prague par une statue. Kerbalek était un grand sculpteur qui a fait une immense statue qui s'appelle Nike et qui a été réalisée pour un musée en plein air au Japon. Et les Suisses ont voulu, des Suisses et des Tchèques, rappeler le souvenir du cercle de Lucerne en faisant des copies de cette statue. Il y en a une à Lucerne, bien sûr, et l'autre dans le parc Kotkovi Sade, avec une plaque qui rappelle que cette statue a été faite en souvenir des Suisses qui ont aidé les Tchèques pendant la période du régime communiste, mais à l'inverse aussi des Tchèques qui ont résisté au régime par leurs écrits et par leurs œuvres. Vous vous souvenez de votre première fois en Tchécoslovaquie? C'était en quelle année? Je pense que c'était au tournant du siècle, juste après l'ouverture des frontières. J'étais en voyage en Bavière et j'ai eu l'idée de faire un petit tour en forêt de Bohême. J'ai passé une après-midi. Dans la Šumava? Exactement, ouais. Et j'ai eu vraiment un souvenir parce que je suis tombé sur un énorme autobus allemand qui voyageait sur des toutes petites routes dans la forêt de Bohême et j'arrivais pas à comprendre pourquoi il utilisait ces chemins. Et puis il s'est arrêté et des personnes âgées sont descendues et c'était des descendants des Sudètes qui venaient voir dans cette forêt ce qui restait, les ruines de leur village probablement, quelque chose comme ça. Et cet épisode m'avait beaucoup impressionné, je dois dire. Et bien sûr, après, de fil en aiguille, j'en ai trouvé d'autres. Denis Dumoulin, je rappelle le titre de votre nouveau livre, À l'enseigne du lion de Bohême. Les coordonnées sont à retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. C'était le professeur d'histoire Denis Dumoulin, auteur du livre Sous l'enseigne du lion de Bohême. Il répondait aux questions d'Alexis Rosenzweig. C'est la fin de cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz. À bientôt. Naslyšenou.